Bonjour à vous, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Dans cette leçon, nous allons parcourir les principaux acteurs de l'écosystème numérique actuel. En fait, on va regarder les plus gros joueurs, les plus grandes habitudes qui sont faites par les gens sur le web, sur les réseaux sociaux, avec l'objectif de vous démontrer l'importance de ces plateformes-là. Pour la plupart, on va les voir plus en profondeur dans différents modules qui sont disponibles au cours de la formation. J'espère que ça va vous plaire. Bon cours! Les principaux acteurs numériques d'aujourd'hui ne seront peut-être pas les mêmes demain. Vous savez, oui, il y a une stabilité dans le marché du numérique. Facebook, Google, Microsoft, Apple, les GAFAM, Netflix, tout ça, les gros joueurs, Spotify, les gros joueurs qui sont implantés dorénavant dans nos habitudes ne sont pas près de mourir. Ils sont presque too big to fail, comme dit le dicton. Mais malgré tout, les habitudes des consommateurs changent et se modifient au fil du temps. Même si le e-commerce était très populaire, il y avait encore énormément de parts de marché. Et avec la pandémie, vous l'avez tous remarqué, vous l'avez sûrement même fait vous-même, le e-commerce est devenu une habitude et va rester aussi dans les mœurs post-pandémie, du moins je le crois bien. Même chose pour le télétravail ou l'utilisation des outils comme Zoom ou Teams de Microsoft, qui étaient des outils utilisés, mais pas autant qu'aujourd'hui. Donc, les habitudes changent généralement au fil du temps, mais reste actuellement, on est dans un ère où il y a une certaine fondation du numérique qui est bien installée actuellement. La seule chose que je vous dirais, c'est qu'il faut toujours rester aux aguets des nouvelles habitudes, des nouvelles tendances. On peut parler seulement que de TikTok, par exemple, qu'on n'entendait pratiquement pas parler il y a à peine un an et qui existait, là, mais qui était beaucoup moins mainstream, démocratisé, populaire qu'aujourd'hui. Là. Donc, il y a toujours de la place pour des nouvelles plateformes. Les habitudes changent malgré tout. Donc, tentez de vous tenir toujours au courant de ce qui peut se faire dans l'industrie. Dans cette leçon, je vais tenter de parcourir vraiment de bien survoler les principaux environnements où on peut développer, où le numérique est présent dans nos vies et via ces plateformes-là où en tant qu'entreprise, vous allez pouvoir promouvoir vos produits et services. Ça, on va les développer vraiment dans chacun des modules de chaque cours. Internet, c'est une habitude qui est ancrée chez la plupart d'entre nous. Sur la Terre, il y a 4,6 milliards d'utilisateurs d'Internet. Là, c'est plus de la moitié de la planète. Évidemment, on passe en moyenne chaque jour, les adultes, 6 heures et 42 minutes. Je vous dirais que beaucoup d'adultes, c'est encore plus que ça. L'Internet fait vraiment partie de nos vies aujourd'hui. Et ça ne changera pas. On est hyper connectés. Je lisais même qu'il y a près de 25% des adultes qui sont constamment connectés. Je vous mentirais si ce n'était pas le cas avec moi. Bon, je dors quelques heures quand même par jour, mais c'est vrai que nos téléphones, nos ordinateurs ne sont jamais très très loin de nous pour beaucoup de gens. 6h42 minutes, c'est presque le tiers de notre journée qui est sur Internet. Évidemment, il y a une partie de ce temps-là qui est consacrée également au travail, là, à laquelle on utilise Internet, mais quand même, là, c'est beaucoup de temps dans une journée, puis une grosse partie de ce temps-là est passée sur nos téléphones. Une grosse utilisation une des grosses utilisations d'Internet est faite à partir de nos téléphones mobiles. Vous, combien de temps par jour croyez-vous passer sur votre téléphone? Est-ce que c'est 6 heures, 5 heures, 10 heures? C'est une question quand même qu'on peut se poser juste pour voir un peu nos habitudes. Puis de plus en plus, les téléphones offrent l'installation d'applications qui nous donnent un rapport d'activité hebdomadaire, en fait, sur ce qu'on a fait sur notre téléphone et nous donnent en temps, le temps qu'on a passé sur Facebook, sur nos textos, à écouter des podcasts. Donc, ça peut être pratique d'avoir une vue un peu objective de ce qu'on peut faire, de ce qu'on fait en fait avec notre téléphone via ces applications-là. Ça peut être toujours intéressant d'observer nos propres comportements sur notre téléphone. Pour répondre à la question de combien d'heures par jour on passe sur notre téléphone, c'est 3 heures et 40 minutes par jour en moyenne qu'on passe sur notre téléphone. Certaines études disent qu'on ouvre
ou qu'on regarde du moins notre téléphone 2500 à 3000 fois par jour. Ça, ce chiffre-là me fait peur un peu. On dirait que j'aimerais mieux pas le calculer le nombre de fois par jour où je consulte mon téléphone, mais reste que c'est une statistique. Je la trouve tout de même véridique. Là. Je suis certain que si on calcule le nombre de fois qu'on débarre notre téléphone pour y accéder, ça peut facilement se chiffrer dans les milliers de fois par jour. Faut pas se leurrer, donc faut prendre en considération que le téléphone mobile est au cœur de nos vies, est au cœur de notre consommation d'Internet et des réseaux sociaux. Pour vous montrer rapidement des statistiques d'utilisation du temps passé sur notre téléphone en janvier 2020, par exemple, comme je vous disais, bon, le temps moyen est de 3h40 par jour sur notre téléphone. 50% du temps qu'on passe, évidemment, c'est pas une grande surprise, hein, c'est pour aller sur les réseaux sociaux et sur les applications de communication, de messagerie. Hein. On est des humains, on aime ça communiquer, c'est pour ça que ça fonctionne comme ça. Maintenant, on n'appelle même plus les gens avec notre téléphone. On communique par texto, par FaceTime, par d'autres façons que le téléphone, mais on utilise notre téléphone pour ça. 21% du temps est passé à regarder soit des vidéos ou des applications de divertissement là, comme Netflix ou Disney+, etc. Là. 9% du temps est passé à jouer à des parties sur mobile. Qui n'a jamais joué une petite partie sur téléphone intelligent, soit dans les transports en commun ou à la toilette, hein, qui est devenu notre meilleur ami. Le téléphone est le meilleur ami de l'humain aux toilettes aussi, on ne se le cachera pas. Et 20% du temps, environ 19%, du temps qui est consacré à toutes sortes d'autres applications, là, comme les applications bancaires, etc. Donc, on voit où ce que vraiment je veux pointer, c'est que 50% du temps, les gens sont sur les réseaux sociaux ou sur les applications de messagerie et la plupart de ces applications-là, évidemment pas le texto, là, mais on peut afficher de la publicité. Donc, on peut être à un endroit où notre audience est présente sur ces applications-là. Parlant d'applications mobiles, 3,5 milliards de personnes possèdent un téléphone intelligent actuellement. Il y a 1,35 milliard d'utilisateurs de tablettes. C'est énorme. Hein? Puis, justement, le temps qu'on passe sur des sites web sur notre mobile est de 13 minutes par jour. Donc, cette statistique-là, ce qu'elle démontre, c'est qu'on passe du temps sur nos téléphones intelligents, mais sur les applications. Ça ne veut pas dire qu'il faut que votre site soit absolument adaptatif, responsive, qui fonctionne sur mobile. Là n'est pas le point. Mais globalement, le comportement des utilisateurs sur les téléphones intelligents, c'est via des applications principales. Hein. Généralement, les gens, ils naviguent beaucoup entre Facebook, Facebook, TikTok, Netflix, leur courriel, leur application de messagerie et quelques jeux. Malgré tout, on n'utilise jamais des centaines d'applications quotidiennement, mais ça reste que c'est via ces applications-là qu'on passe la majorité du temps sur mobile. Il y a 400 000 téléchargements d'applications qui sont faits sur les magasins, là, les magasins d'applications, les stores, à chaque minute. Là. Donc, c'est un marché qui est toujours en croissance. Les applications mobiles, c'est aussi une jungle, là, on ne se le cachera pas. Il y a tellement d'applications qui existent et dans le lot, c'est difficile pour toutes ces applications-là de bien ressortir et de se démarquer, mais il y en a. Si on regarde un peu plus en profondeur le pourcentage d'utilisation d'applications par catégorie, bon, encore une fois, les messageries, les applications de chat, de discussion à 89%, les réseaux sociaux 89% aussi, les applications de vidéo, de divertissement vidéo 65%, le gaming 47%, les applications de shopping, les shopping apps qu'il ne faut pas négliger non plus, 66% des gens adorent magasiner en ligne, surtout sur iPad et sur téléphone devant la télévision le soir. C'est une habitude qui est extrêmement implantée. Tout le monde fait ça, tout le monde aime ça. On remplit nos paniers, on n'achète pas tout de suite. D'où l'importance de faire des rappels justement de vos paniers, d'abandon de panier. Mais bref, c'est un autre sujet. Mais c'est quand même quelque chose ça fait partie des habitudes dorénavant de magasiner à partir de son téléphone.
les applications de musique, de GPS, qui n'utilisent pas Google Maps ou Waze ou Apple Plan. Les applications bancaires, les applications de dating, évidemment, les Tinder de ce monde, c'est quand même via les téléphones intelligents. Il y a aussi finalement les applications de santé et de remise en forme, ou du moins de tracking, de fitness, là, qui monitorent vos performances sportives. Je prévois quand même que ce segment-là va de plus en plus augmenter avec... nos téléphones sont de plus en plus capables de traquer des choses sur notre santé quand c'est mis en collaboration avec une montre intelligente ou toutes sortes d'outils qui permettent de mesurer notre pression artérielle, etc. Ce nombre d'applications-là va sûrement augmenter avec le temps. Les moteurs de recherche font partie de nos vies depuis maintenant plusieurs années, là, plus de 20 ans. Google en particulier, qui est le plus dominant des acteurs des moteurs de recherche. Là, parmi les moteurs de recherche, là, il y a plus de 92-93% du marché. Les autres, c'est quasi négligeable, même s'ils sont existants. Sur Google, 5,5 milliards de requêtes chaque jour sont faites, 63 000 requêtes à la seconde. Donc, dorénavant, c'est un réflexe, ça fait vraiment partie de nos mœurs, même pour nos plus jeunes enfants qui ont pris le réflexe d'aller googler des choses lorsqu'ils cherchent quelque chose, lorsqu'on se pose une question sur à peu près n'importe quoi. On dirait qu'il y a toujours quelque chose qui existe en fonction de ce qu'on recherche. Donc, les habitudes se sont vraiment développées autour des moteurs de recherche, mais ce que je vous dis, c'est que justement, c'est qu'on trouve toujours quelque chose qui est en lien avec notre recherche pour la plupart du temps. C'est que Google fait bien les choses. Il indexe bien l'information et il indexe bien l'information et retourne des résultats de recherche qui sont cohérents et pertinents pour l'utilisateur derrière le clavier. C'est ce qui a fait sa plus grande force au fil du temps, c'est de constamment améliorer la pertinence des résultats de recherche pour l'internaute qui effectue la recherche sur Google. Vous l'avez peut-être déjà entendu celle-là, mais Google, généralement, il sait avant votre médecin que vous êtes malade parce que souvent, on a tendance à googler nos symptômes avant d'aller chez le médecin ou dès qu'on a... Excusez-moi, je n'ai pas compris. Merci Google. Justement, on a tendance à googler nos symptômes avant d'en parler à notre médecin, hein, évidemment. Et là, on s'imagine qu'on a 17 cancers. Mais malgré tout, tout ça pour dire que Google fait vraiment une partie intégrante de nos vies et nous connaît très bien par nos recherches que l'on fait. Lorsqu'on cherche un emploi, lorsqu'on cherche une nouvelle recette, lorsqu'on cherche des conseils, lorsqu'on vit des moments difficiles dans notre vie, on dirait que tout transige dorénavant par le web, par les moteurs de recherche pour tenter de trouver des communautés qui vont pouvoir nous appuyer, de trouver de l'information sur quelque chose qu'on recherche, chercher une offre d'emploi. Bref, tout passe par les moteurs de recherche aujourd'hui, d'où l'importance de bien se positionner en tant qu'entreprise sur les moteurs de recherche par rapport aux mots-clés qui sont pertinents pour vous. Il ne faut pas oublier non plus les assistants vocaux, on va en parler un petit peu plus loin dans la leçon, mais c'est aussi de la recherche lorsqu'on interroge nos Google Home ou nos Alexa pour leur demander de l'information. Eux vont questionner un moteur de recherche, Google par exemple, et vont retourner l'information. C'est une autre forme de recherche, c'est de la recherche vocale qu'on va entendre de plus en plus parler. C'est une réelle tendance. Le taux de pénétration des assistants intelligents, là, les Google Home, comme je vous dis, est en pleine croissance et malgré peut-être certaines craintes d'utilisateurs par rapport à la vie privée, ça n'a pas du tout freiné les ventes de ces petits bidules-là que l'on trouve très pratiques finalement là, dans le quotidien pour jouer de la musique, avoir la météo, l'actualité, avoir des rappels, une minuterie, des alarmes, des choses comme ça. Et de plus en plus, ils développent des fonctionnalités qui font en sorte qu'on ne peut plus vraiment s'en passer. On va en parler plus en profondeur également dans le module sur les moteurs de recherche et le référencement, mais la recherche locale également est quelque chose qui fait partie de nos vies. Hein. Si vous avez besoin d'un plombier, d'un mécanicien, etc. On ne veut pas quelqu'un qui habite à 100 km de chez nous, on veut quelqu'un qui offre le service
dans un rayon près de chez nous. Donc, on veut des commerces locaux. Donc, le référencement local, la recherche locale fait partie de plus de 60% des recherches qui sont faites. Généralement, les internautes font des recherches pour des services locaux avant toute chose, là, avant de faire d'autres types de recherches. D'où encore là l'importance de bien se positionner si vous êtes une entreprise locale. Mais ça, on va couvrir tout ça dans le module approprié. On ne peut pas parler des moteurs de recherche sans parler de YouTube. YouTube, la fameuse plateforme vidéo qui a été rachetée par Google il y a quelques années, est dorénavant une plateforme qui fait partie de nos vies. 50% des adultes regardent YouTube chaque jour. Puis ça, je parle des adultes. Les enfants, là, c'est plus de 89-90%. Donc, ça fait vraiment partie de nos vies. Là. C'est en moyenne même 40 minutes par jour. Donc, c'est une plateforme qui est parfaite d'une certaine façon. Elle a ses défauts aussi, mais ça c'est un autre sujet, mais elle est parfaite pour toutes sortes d'aspects. Si on veut, YouTube, c'est que c'est une télé collaborative. Tout le monde peut déposer son contenu gratuitement et le faire découvrir à la planète entière. Évidemment, ça peut se monétiser aussi ce contenu-là, mais aussi on peut également faire de la publicité extrêmement ciblée via les Google Ads de YouTube. YouTube appartient à Google et Google Ads permet de faire de la publicité ciblée sur YouTube en mode pre-roll avec des vidéos et tout ça. On va le voir dans le module, mais c'est vraiment une belle plateforme qui fait partie de nos vies, qui ne sortira pas de là. Nos enfants n'écoutent généralement, nos plus jeunes enfants ne connaissent pas vraiment la télé câblée, ils n'écoutent que YouTube et Netflix, puis principalement YouTube. Et ils préfèrent YouTube par son contenu plus court, qui est encore mieux adressé pour eux. Donc, c'est vraiment une plateforme à ne pas négliger. C'est le deuxième moteur de recherche le plus populaire au monde. Là. Donc, les gens questionnent Google, mais en deuxième, on questionne YouTube. On le sait. Si on veut réparer sa toilette, des fois, on va chercher un plombier, mais aussi, on va regarder un tutoriel sur YouTube, voir si on est capable de le faire nous-mêmes. Le do-it-yourself est très populaire sur YouTube, à nos risques et périls. Mais blague à part, c'est vraiment une plateforme qu'il faut que vous réfléchissiez dans votre stratégie numérique, pas nécessairement dans la production de contenu, malgré que ça peut être un très bel endroit pour démontrer votre expertise ou même vos produits et services. Il y a toutes sortes de stratégies de contenu qu'on peut mettre en place. Également, ça, on va en parler dans le cours de stratégie de contenu, mais c'est aussi une plateforme à laquelle vous pouvez annoncer vos produits et services d'une manière très, très ciblée, à une clientèle préqualifiée. C'est de là sa force pour les entreprises qui voudraient bénéficier de la force de YouTube au niveau publicitaire. Sans oublier également, c'est 2 milliards d'utilisateurs chaque jour, 5 milliards de vidéos vues chaque jour. C'est complètement fou comment cette plateforme-là est incroyable, mais ça amène d'autres problématiques au niveau de la modération du contenu. C'est très difficile de modérer le contenu violent, haineux ou le contenu qui peut être un peu malicieux. Malgré tout, je sais que YouTube travaille très très fort à développer des outils pour tenter d'éliminer les contenus haineux et tout ça, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Les courriels et la messagerie, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de nos vies aussi depuis plusieurs années, peut-être même trop. Des fois, on peut virer un peu sur le capot. Des fois, le nombre de courriels ou de messages qu'on peut recevoir ou échanger dans une journée, là, des fois, ça fait peur, mais ça reste une habitude, quelque chose qui fait vraiment partie de nos vies. Le courriel, c'est un moyen de rejoindre les gens directement, facilement, pas très cher. C'est un excellent moyen de communication. Malgré que le courriel, d'une certaine façon, est en baisse depuis quelques années, même si au niveau des chiffres, il est en hausse, parce qu'on a migré, en fait, nos comportements de messagerie. Si je prends mon propre exemple, ma gang d'amis, avant, on pouvait s'échanger des dizaines de courriels pour organiser un événement, par exemple, l'anniversaire de quelqu'un. Dorénavant, on a migré ces échanges-là sur Facebook, où on va échanger soit via Messenger ou via un groupe privé ou via même l'événement qu'on a créé sur Facebook. Donc, on communique autant avec notre entourage, mais via d'autres canaux. Le courriel est encore utilisé au niveau personnel, mais il y a une certaine migration
qui a été fait vers d'autres outils. Mais malgré tout, au niveau du travail, puis même au niveau personnel, les gens consultent encore les courriels, puis c'est un moyen peu cher, l'infolettre, de rejoindre les gens et d'avoir un très bon retour sur l'investissement. En fait, l'infolette, c'est le canal numérique qui a le meilleur retour sur l'investissement, ce qui ne coûte pas très cher à faire versus les retours, mais ça, on en parlera également dans le module sur le marketing par courriel. 55% des courriels envoyés sont du spam, c'est complètement fou. Ce problème-là, on dirait qu'on n'arrivera jamais à le régler. Ça n'arrête pas. Je regarde ma boîte de spam. Même si c'est Google, le Gmail, là, je me dis qu'il doit faire un bon ménage. Ils mettent toujours des infolettes à laquelle je suis abonné dans le spam. Certaines éditions, oui, d'autres non. Et quand je regarde aussi le contenu du spam, c'est pas très élogieux. Là. Ça revient un peu toujours au même, mais le spam, malheureusement, c'est qu'il coûte pas cher à produire pour les gens qui font ça, les spammers, mais c'est qu'au bout du compte, il y a un faible pourcentage des gens qui cliquent sur ces courriels-là et qui achètent le produit qui est offert, généralement soit des médicaments ou disons des produits pour augmenter notre ego masculine. Mais c'est que la raison pour laquelle il y a toujours autant de spam, c'est que ça fonctionne malheureusement. Je parlais un peu de l'infolette, là, mais l'infolette n'est pas morte, hein, malgré ce qu'on peut entendre, ce qu'on a pu déjà entendre dans les dernières années. Dans le marketing, j'entendais souvent ça il y a quelques années, l'infolette est morte. Là, lorsque les réseaux sociaux ont vraiment pris une ampleur, on dirait que les gens ne voyaient que ça comme outil marketing, les réseaux sociaux, même au point que certaines entreprises avaient décidé de retirer leur site internet pour simplement consacrer tous leurs efforts, leurs ressources sur les médias sociaux. C'est une erreur. La plupart qui ont décidé de faire ça, sans les nommer les bonbons M&M, à l'époque, ont reculé parce qu'un site web, c'est la fondation de tout, c'est la seule chose qui vous appartient d'une certaine façon. Facebook, ça peut fermer, Twitter, ça peut fermer, tout Google, c'est too big to fail, mais disons que ça peut fermer techniquement aussi. Là. Donc, de concentrer ses efforts sur son site web, c'est une bonne stratégie, mais je reviens à l'infolettre. En fait, l'infolettre, c'est le canal marketing, comme je disais, le plus rentable. Son taux de retour peut atteindre de 3800 à 4200%. Là. Ça, c'est des chiffres de 2019. Dans le B2B, on a 23% d'ouverture des courriels, donc c'est énorme. Dans le B2C, c'est encore plus élevé, donc le business to consumer, là, donc on fait affaire au consommateur direct, là, le end-user, c'est près de un courriel sur 3, un infolette sur 3 qui est ouverte. Et dans le business to business, lorsqu'on fait affaire aux entreprises, c'est 1 sur 5, presque 1 sur 4. Donc, c'est des très, très bons chiffres. C'est un outil de fidélisation qui est très efficace également. Moi, souvent, pour certaines entreprises où ce que je peux commander de temps en temps certains produits, mais parfois, on oublie un peu leur existence. Là, et l'infolette permet de rappeler que l'on existe aux gens. Et généralement, nos listes, de toute façon, qui sont bâties d'infolettes sont des opt-in. Les gens ont décidé de s'engager, de s'inscrire à notre infolette parce que c'est la loi, hein, vous le savez, même s'il n'y a pas beaucoup de sanctions. C'est toujours préférable de respecter la loi sur les envois d'infolettres pour éviter les problèmes. Et de toute façon, justement, quand l'utilisateur a décidé de s'engager avec vous, c'est un canal à ne pas négliger, à privilégier. Malheureusement, je vois encore beaucoup trop d'entreprises qui offrent l'inscription d'infolettes sur leur site web. On dirait que pour la plupart, elles offrent tous l'inscription à l'infolette sur l'entreprise, mais ça s'arrête là. Il n'y a aucune stratégie par la suite qui est faite pour utiliser tous ces abonnés-là, pour les rentabiliser. Et ça, on va le voir dans le module de marketing par courriel. Je vais vous donner plein de stratégies, vous allez voir. Oui, on a besoin de ressources pour faire activer tout ça, mais c'est une activité, c'est une activité qui est très, très rentable pour une entreprise lorsque les choses sont bien faites. Les textos, les SMS, cette chose qui a fait partie beaucoup de nos vies lorsqu'on a eu un téléphone intelligent dans les premières années, là, avant l'avènement des téléphones intelligents, même lorsqu'on avait des petits flip phones où il n'y avait pas des technologies comme Messenger qui existaient.
on textait. On n'a même pas besoin d'avoir de connexion Internet sur notre téléphone pour texter. Donc, on peut rejoindre à peu près toute personne qui possède un téléphone intelligent avec le texto. Comme je vous dis, on l'a un peu délaissé avec les années, mais malgré tout, ça peut toujours rester un canal qui peut être utilisé pour aller rejoindre une partie de notre clientèle. Hein. Il y a une statistique qui me fait sourire, c'est qu'un texto, généralement, va être lu en 3 minutes maximum en moyenne. Les gens, on dirait que le texto, il y a ce sentiment d'urgence. C'est pas tout le monde qui a notre numéro, qui nous texte. Donc, il y a quelque chose qui nous pousse, même si on est occupé ou en rencontre, à regarder nos textos lorsqu'on en reçoit. Et souvent, ça peut être utilisé à bon escient par les entreprises. Évidemment, il faut que l'utilisateur ait choisi de s'abonner à vous pour recevoir des textos légalement. Mais dans certains contextes, souvent, ces plateformes-là sont géolocalisées. Là. Par exemple, vous allez rentrer dans un centre d'achat ou dans un certain rayon géographique et vous allez pouvoir peut-être recevoir des promotions par texto. Et justement, les coupons qui sont envoyés par texto sont 10 fois plus utilisés qu'un coupon envoyé via un autre canal. Là. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. C'est pas si accessible dans le sens que il n'y a pas tant de plateformes que vous pouvez être autonome pour faire des campagnes par texto. Différemment, par exemple, si vous voulez faire une campagne sur Facebook, à peu près n'importe qui peut ouvrir un compte publicitaire sur Facebook et avec l'aide se débrouiller pour mettre en place une campagne publicitaire, mais au niveau du texto, c'est moins accessible. Il faut des outils particuliers. Mais si vous voulez, mais je vous recommanderais quand même, si vous êtes dans le retail ou des choses comme ça, c'est vraiment dans les produits, dans la vente de produits, ça peut être une option à mettre en place dans vos différentes stratégies de vente. La messagerie instantanée n'a jamais été aussi populaire. Messenger de Facebook est un des principaux joueurs du marché. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, Messenger était intégré à Facebook. C'était pas une application à part entière. Et lorsque Facebook avait décidé de vraiment la rendre autonome, ça avait été beaucoup critiqué ou questionné, mais finalement, avec du recul, on se rend compte que c'était la bonne décision à prendre de leur part, de vraiment séparer les deux entités. Il y a 1,3 milliard d'utilisateurs de Messenger, c'est énorme, là. C'est pas l'équivalent du nombre d'utilisateurs de Facebook, mais quand même, c'est beaucoup de gens qui l'utilisent au quotidien. Il faut savoir que dorénavant, justement, le Messenger pour les pages d'entreprise sur Facebook, c'est devenu un service clientèle. C'est le nouveau 1-800, rejoignez-nous pour qu'on puisse vous aider. C'est important de... Je sais que la plupart des entreprises sont dorénavant conscientisées de cette importance-là, mais c'est important de monitorer, de vérifier, de vous assurer que, votre messagerie Messenger sur votre page d'entreprise Facebook est activée et si elle l'est, de répondre dans un délai raisonnable aux gens qui vous écrivent. Parce que c'est la réponse, elle est importante. Là. Vous allez le voir dans le module de médias sociaux, de répondre rapidement aux gens lorsqu'ils vous questionnent sur les médias sociaux, disons, pardonne rapidement une erreur qui a pu se produire. Donc, c'est hyper important au niveau du service clientèle. Il y a plus de 20 milliards de messages qui sont échangés mensuellement là, sur Messenger entre les entreprises et les clients. Donc, ce n'est pas quelque chose à négliger, même au contraire, ça peut vous démarquer de votre concurrence. Il est même possible, dorénavant, d'ajouter la messagerie Messenger à partir de votre site web. Donc, la personne, elle est déjà connectée à son compte Facebook, donc ça va très rapidement pour pouvoir communiquer avec vous même sur votre site web via la plateforme de Messenger. Donc, gardez ça en tête et regardez peut-être pour l'implanter si ce n'est pas déjà fait. Je parle de Messenger, mais aussi WhatsApp qui existe et qui appartient également à Facebook. Et WhatsApp, c'est 1,5 milliard d'utilisateurs partout dans le monde. C'est énorme également. 65 milliards de messages sont envoyés par WhatsApp. WhatsApp aussi, c'est pas une plateforme qu'on va élaborer dans le programme de formation parce que c'est très peu utilisé ici, du moins en termes publicitaire, mais quand même, sachez que c'est la deuxième application de messagerie la plus populaire et qu'elle appartient également à Facebook.